Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie qui reçoit M. Mungouda Fall Kane. Il est le président de l'ONG Alliance contre le crime organisé en Afrique, ACA. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons parler, bien entendu, de la CREI, du parquet financier, de l'impunité, la bonne gouvernance, ou bien la mauvaise gouvernance financière, tout ça. Mais avant, je vais vous interpeller sur ce qui s'est passé aujourd'hui. 16 morts, une pirogue, une embarcation de fortune qui a échoué sur la plage de Ouakam. Quelle est votre réaction par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Merci, Madame Binta Diallo. À l'entame de mon propos, je voudrais donc remercier les autorités de la TFM et toute l'équipe qui ont bien voulu, en tout cas, m'accueillir sur ce plateau. Cela dit, je voudrais présenter toutes mes condoléances et ma compassion aux familles éplorées. Et dire également qu'il est temps quand même que l'État puisse faire davantage que par le passé. Faire davantage, je crois que aider davantage les jeunes, si vous voulez, à rester sur place. Mais il faut également que l'État dégage par-delà peut-être les moyens financiers qui pourront être déployés en supplément de ce qui a été déjà fait, que l'État fasse quand même, à mon avis, que l'État définisse une stratégie pertinente de communication, de sensibilisation, si vous voulez, des jeunes. Leur faire comprendre que l'Europe ni les États-Unis ne sont plus l'Eldorado dont ils rêvent. L'Europe est en crise. Les États-Unis également sont en crise. Donc il faut aujourd'hui que les jeunes comprennent. Il y a des problèmes peut-être de politique publique, ça c'est clair, et d'emploi et d'employabilité des jeunes, mais il y a aussi également une mauvaise compréhension, en tout cas par certains jeunes, des difficultés qui les attendent en Europe et aux États-Unis. C'est vrai qu'il faut asseoir une bonne communication pour parler aux jeunes, c'est la bonne stratégie qu'il faut trouver, mais également l'autre stratégie c'est de faire tout pour fixer les jeunes chez eux. Mais tout à fait. C'est ça le problème. Tout à fait. Je crois que oui, il faut tout faire. L'État doit, à mon avis, prendre toutes les dispositions, mettre les moyens à sa disposition entre les mains de ces jeunes-là. Oui. Mais il ne suffit pas également de leur donner uniquement des moyens, il faut les aider à gérer les structures qu'ils veulent créer. Je crois que cela est important aussi. On ne peut pas prendre de l'argent donné aux jeunes comme ça. Je crois qu'en leur donnant des moyens, il faut les encadrer, il faut les aider. Pour une meilleure compréhension de la gestion, des contraintes de gestion. Oui. Cela est extrêmement important. Oui. Je crois que c'est important. Et l'avenir du Sénégal, c'est, en tout cas en termes de croissance et de développement, repose certainement sur le gaz et le pétrole à venir. Je crois qu'il faut sauter sur cette manne pour aider davantage les jeunes. Oui. Et voir tous les fonds qui sont disponibles, qui peuvent être orientés vers l'appui des jeunes, mais les flécher vers, en tout cas, l'appui, l'aide à ces jeunes-là. Oui. Et les aider davantage à mieux gérer. Quand on aide une personne aussi, il faut lui demander ce que cette personne veut. Oui. Dans toutes les stratégies que l'État met en place, on ne voit pas la part qui est réservée à la jeunesse. Est-ce qu'ils sont en train de demander à cette jeunesse ce qu'elle veut? On prend des solutions, on élabore des stratégies, mais les jeunes ne sont pas associés à tout ce qui est en train d'être fait. Oui, je disais tantôt que l'État doit dégager une stratégie pertinente de communication avec ces jeunes, à l'adresse de ces jeunes-là. Oui. Et dans cette stratégie de communication, à mon avis, il y a cet aspect que vous soulignez. Je crois que c'est important. Il faut discuter avec ces jeunes, voir ce qu'ils veulent, regarder les projets qu'ils présentent, oui, et les aider à mettre en œuvre ces projets et les encadrer. Il faut les encadrer. Absolument. Alors, l'autre question a trait à la CREI. Quand même, exit la CREI, place maintenant le pôle financier, le parquet financier va voir le jour. Vous avez été de ceux qui ont pensé que la CREI n'était pas adéquate.
Alors aujourd'hui, quelle est votre réaction par rapport à... Merci Binta. Mais vous savez, mais la CREI n'aurait pas dû être créée. La CREI, elle a été créée avec des tares congénitales. Oui, je crois qu'il faut applaudir aujourd'hui à la disparition de la CREI. J'ai entendu quelqu'un dire, un homme politique dire, la disparition de la CREI est un aveu d'échec. Mais c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. La CREI a des tares qu'on peut, si vous voulez, présenter sous 3 angles. Hein. Il y a la présomption de culpabilité. Quand vous êtes traduit devant la CREI, vous êtes déjà coupable. Oui. Bon, il y a également le piège opérationnel introduit dans les procédures de la CREI, le renversement de la charge de la preuve, oui, qui à la limite, qui est contraire qui entame, si vous voulez, la défense des intérêts des personnes présumées coupables. Bon, il y a également l'autre aspect, le troisième, c'est les jugements de la CREI ne sont pas susceptibles d'appel. Oui. Ça, c'est contraire à toutes les conventions que le Sénégal a ratifiées en matière de droits de l'homme, oui, droits des peuples. Je pense à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Je pense également au protocole international sur les droits de l'homme, etc., etc. Donc, la CREI devait disparaître. Elle devait disparaître. La CREI, de sa création à 2000, n'a jugé que 2 dossiers. Hein? Abdoulaye Wade l'a mis en hibernation. Et avec Macky Sall, je crois qu'il n'y a que 2 dossiers qui ont été examinés. Il y avait 19 dossiers quand même qui devaient être instruits, mais 2 qui ont été finalement, les autres dossiers ont été mis sous le coude de Oui, mais 2 dossiers qui ont été examinés. Oui. Hein? Il n'y a qu'un seul qui a abouti. 4 dossiers. Tout cela pour vous dire, oui, hein, que la CREI, au moment de sa création, était une arme politicienne. Oui. Mais est-ce que le parquet financier ne va pas être la même chose? Parce qu'on retrouve le renversement de la charge de la preuve dans le parquet financier, d'après les experts qui ont eu à parler. La seule différence maintenant avec la crise, c'est que il y a la possibilité de faire appel, mais que le procureur va dépendre du procureur de la cour d'appel, qui dépend du ministère de la Justice. Tout à fait. L'exécutif est encore présent dans ce parquet. Oui. Mais écoutez, c'est quoi la différence? Vous savez, le renversement de la charge de la preuve n'est pas uniquement présent dans les procédures de la CREI. Hein. Si vous prenez la CENTIF, la lutte contre le blanchiment de capitaux, intègre le renversement de la charge de la preuve. Mais il faut utiliser ce piège opérationnel avec beaucoup de discernement. Beaucoup de discernement. Mais l'intérêt peut-être du parquet par rapport à la CREI, du pôle financier, les gens parlent du pôle judiciaire et financier, mais dans d'autres pays, on parle de pôle financier. Vous savez, le Mali l'a mise en place depuis presque plus de 10 ans. Hein. Alors, l'avantage, c'est que, comme je le dis tantôt, que je le dis souvent, c'est la diligence peut-être dans le traitement du dossier. Ouais. Hein? C'est un parquet spécialisé, hein, spécialisé en matière d'infractions financières et économiques. Donc, une diligence dans le traitement de ces dossiers. Et également, l'autre avantage, c'est la possibilité pour l'inculpé de faire appel. Oui. Ça, c'est extrêmement important. Oui. Bon, maintenant, vous savez, tant que le procureur de la République, qu'il soit le procureur financier ou un autre procureur, tant qu'il est maître des poursuites, il y aura des difficultés, des contraintes en matière de lutte contre la criminalité économique et financière. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette équidistance, l'indépendance que tout le monde réclame? Mais non, c'est d'écarter tout simplement le procureur en tant que directeur de poursuite. Oui.
faire de sorte que quand il reçoit, comme c'est le cas dans les dossiers de la CENTIF, quand il reçoit un dossier en provenance des structures d'enquête administrative telles que l'OFNAC ou autres, la CENTIF, etc., qu'il transmette un juge. Directement, sans avoir la possibilité, si vous voulez, d'apprécier. Absolument. Si on le fait, je crois que ça pourrait constituer une avancée. Mais ce n'est pas fait, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas une très grande différence entre la CREI et le parquet financier. Oui, pas une grande différence, peut-être pas une très grande différence, mais quand même, il y a des différences. Vous savez, aujourd'hui, le problème dans le cadre de la lutte contre la délinquance économique et financière, c'est la lenteur dans le traitement judiciaire des dossiers. Oui. Quand l'inspection générale d'État envoie ces dossiers, demande l'ouverture d'une information judiciaire qui est approuvée par le président de la République, quand l'OFNAC transmet mais il y a des lenteurs. Et ces lenteurs sont dues tout simplement au fait que, il y a énormément de dossiers au niveau des tribunaux et les magistrats ne sont pas aussi nombreux que cela. Mais la création d'un parquet financier ne suffit pas. Il faut former les magistrats. Il faut les former dans l'enquête financière. Ce n'est pas quelque chose de très facile. Il faut qu'on les forme. Il faut les former. Ce sont des magistrats spécialisés en finance qui vont diriger le parquet. Non, être spécialisé en finance ne signifie pas être en mesure de faire une enquête financière. Des magistrats spécialisés en finance ou je sais Non, l'enquête financière, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'intelligence financière aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est expert, on a fait un diplôme en finance privée ou ceci ou cela qu'on peut faire une enquête financière. Il faut les former. Il faut les former. Une enquête financière, elle est très délicate. L'enquête pour corruption, c'est pas très facile. C'est pas très facile. Donc, on va attendre pour voir l'opérationnalisation, n'est-ce pas, de ce pôle judiciaire et financier, pour voir ce que ça va donner. Absolument. Alors, nous avons beaucoup de corps de contrôle, nous avons l'IGE, la Cour des comptes, nous avons beaucoup de corps de contrôle qui font convenablement leur travail, mais à l'arrivée, on voit ce qui se passe. Des fois, c'est sous le coude du président, des fois, il n'y a aucune suite judiciaire, l'impunité totale. On vient de voir la dernière en date, c'est ce qui s'est passé avec le rapport de la Cour des comptes sur les fonds Covid-19. Vous avez vu ce qui se passe. La Cour peut faire ses rapports, mais ils n'ont aucun pouvoir pour quand même diligenter des poursuites judiciaires. Oui, mais non. L'exécutif est encore là présent. Non, mais madame, je crois que le rapport de la Cour des comptes a atterri à la justice. Je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci. L'enquête a été faite. Ils ont fait leur, si vous voulez, la vérification financière qui avait été demandée. Des manquements ont été constatés, des manquements de deux ordres. Des manquements en termes de faute de gestion et des manquements qui peuvent permettre l'ouverture d'informations judiciaires ou de poursuites judiciaires concernant certaines autorités. Mais c'est ce qui a été fait et ça c'est en train d'être, je crois que, comme on le dit, les enquêtes sont bouclées. On verra après ce que ça va donner. Est-ce que vous pensez que ça va donner quelque chose? Mais bien sûr. Mais dans le fonds Covid, il n'y a pas que l'argent de l'État. Il y a l'argent également des PTF, des partenaires techniques et financiers. Et puis c'est pas... on ne s'est pas levé un beau jour pour voir le rapport de la Cour des comptes publié. Ah non. Je crois que je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais ce qui est clair aujourd'hui, le rapport a été publié, les dispositions idoines ont été prises, on va attendre ce que ça va donner. Oui, sauf que les magistrats avaient fait le travail qui devait être fait. Ils avaient même demandé l'ouverture d'une information judiciaire. À quoi ça sert maintenant de revenir en arrière pour que le procureur saisisse la DIC, pour que la division des investigations criminelles refasse des enquêtes? Ce n'est pas une façon détournée de vouloir mettre encore ces dossiers dans les tiroirs? Non, je ne crois pas, madame. Je ne crois pas. Oui. Il faut aussi... Il ne faut pas oublier, on l'a dit tout à l'heure, que le procureur, il est maître des poursuites. Si on lui présente un dossier sur lequel il veut une appréciation supplémentaire ou complémentaire, mais il a toute la latitude, à mon avis, de saisir la DIC ou d'autres officiers de police judiciaire pour quand même renforcer le dossier.
Ils ont demandé l'ouverture d'une information judiciaire. Je crois que le processus est ouvert. Les enquêtes ont été faites par la DIC et on attend. Oui. Je crois qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau. Bon, maintenant, vous savez, il y a des rapports qui sont faits par les corps de contrôle, mais tous les rapports ne peuvent pas atterrir à la justice, n'atterrissent pas à la justice. Hein. Il y a des rapports où c'est des fautes administratives qui sont constatées, il y a des rapports où c'est des fautes de gestion qui sont constatées. Quand c'est des fautes de gestion qui sont constatées, c'est, si vous voulez, la Cour des comptes qui est compétente. Quand c'est des fautes administratives, mais des sanctions administratives sont prises. Et beaucoup de sanctions ont été prises à la suite des rapports des corps de contrôle. Hein. Moi, j'en sais quelque chose. Énormément de personnes, d'autorités aujourd'hui ont été relevées à partir des rapports qui ont été faits par les corps de contrôle. Donc, ça, voilà. sont des sanctions administratives. Mais si le rapport ne fait pas ressortir des éléments qui nécessitent l'ouverture d'une information judiciaire, mais on ne le met pas. Mais maintenant, quand au cours d'une vérification, d'un contrôle, on se rend compte qu'il y a des détournements et autres qui ont été faits, mais le rapport est transmis. Hein? Le rapport est transmis au président de la République, il apprécie et demande l'ouverture d'une information. Bon, saisit le ministre de la Justice pour... Mais est-ce que ça doit nécessairement passer par le président? Pourquoi on ne devrait pas renforcer quand même les pouvoirs des corps de contrôle de l'État? Non, ça c'est le système qui est ainsi fait. L'ancrage institutionnel de l'inspection générale d'État, c'est la présidence de la République, c'est dans le cabinet du président de la République. Les ordres de mission des inspecteurs généraux d'État sont signés par le président de la République. Et c'est un corps de contrôle interne de l'administration. Le président de la République, en tant que chef de l'exécutif, a un droit de regard sur ce qui se passe à l'intérieur, n'est-ce pas, de l'administration sénégalaise. Mais aujourd'hui, on ne peut pas réformer. Non, il est nécessaire aujourd'hui de réformer. Il est nécessaire aujourd'hui de réformer. La Cour des comptes également, je vous dirai moi ce que je pense de cette réforme-là. La Cour des comptes, si vous voulez également, quand elle constate à l'occasion de ces contrôles, de ces vérifications, des éléments qui sont susceptibles afin d'être connus par la justice, fait un référé au ministre de la Justice, qui saisit le procureur. Ça, on peut, je crois, éliminer cette... et permettre à la Cour des comptes de saisir directement le procureur quand des faits de détournement ou d'autres sont avérés. Voilà. Maintenant, moi je dis que il faut, de 1960 à nos jours, enfin, des années 60 à nos jours, l'inspection générale d'État a fonctionné sous cette forme-là. Et je crois qu'il faut aujourd'hui revoir le système. Moi, ce que je propose, c'est la mise en place d'une haute autorité de la bonne gouvernance, qui aura sous son autorité l'inspection générale d'État. Bon, la Cour des comptes, c'est déjà une juridiction rattachée, ça c'est le système judiciaire. L'inspection générale d'État... Qui est directement rattachée à la présidence Oui, de la République. Oui, non, l'inspection générale d'État. Je dis la Cour des comptes, c'est une juridiction. L'inspection générale d'État, j'ai dit. L'inspection générale d'État, je dis une haute autorité de la bonne gouvernance qui aura sous sa tutelle l'inspection générale d'État, les organes de contrôle administratif, pas de contrôle administratif, les organes d'enquête administrative, je veux dire, tels que la CENTIF et l'OFNAC, pourront également rejoindre la haute autorité de la bonne gouvernance, parce que tout ce qu'ils font rentre dans le cadre de la bonne gouvernance. Et également soustraire des missions de l'OFNAC, si vous voulez, la réception et le traitement des déclarations de patrimoine, créées à l'intérieur de la haute autorité de la bonne gouvernance, une commission chargée de, si vous voulez, d'examiner et de se prononcer sur On ne comprend pas
on demande quelqu'un d'aller déclarer son patrimoine plus tôt, qui se permettent de dire que je ne vais pas le faire. On a vu des ministres qui ont quand même, à la dernière minute, allé répondre à l'OFNAC. Aujourd'hui, quand on promet une gouvernance sobre et vertueuse, dire non, je ne vais pas y aller parce que je ne veux pas. On a vu ce qui s'est passé avec le rapport de la Cour des comptes. Aujourd'hui, les ministres qui sont des ordonnateurs de dépenses ne sont pas inquiétés. Ce sont les DAGE qui vont être peut-être mis en prison, alors que les ministres, quand même, ce sont les ordonnateurs de dépenses. Sur ce volet également, il faut qu'il y ait des réformes. Parce que les ministres sont également fautifs. Oui, vous savez, l'une des failles du système, c'est le fait de permettre aux assujettis à l'obligation de déclaration de patrimoine de refuser de le faire. Oui. C'est une faille à corriger. C'est pourquoi je dis, il faut mettre ces structures-là sous l'autorité d'une haute autorité de la bonne gouvernance, en lui donnant toute l'indépendance nécessaire. Et qui peut utiliser, si vous voulez, les procédures de la CENTIF, les procédures de l'OFNAC, les procédures des corps de contrôle pour pouvoir de l'IGE et consorts. Parce qu'il n'y a pas que l'IGE, il y a les contrôles internes au niveau des départements ministériels. Renforcer les structures de contrôle interne au sein des départements ministériels. C'est extrêmement important. Oui, c'est extrêmement important. L'IGF, par exemple, l'inspection générale des finances. C'est des structures qu'il faut renforcer. Et dans les ministères, il y a ce qu'on appelle les inspecteurs internes. Il faut leur donner des trucs, beaucoup plus de pouvoir. Il y a trop de structures de contrôle. Mais maintenant, il faut les regrouper. Il faut qu'il y ait une haute autorité de la bonne gouvernance qui aura sous sa responsabilité toutes les structures de contrôle. En dehors de la Cour des comptes, évidemment. Absolument. Et lui donner toute l'indépendance requise. Et les ministres, ils ne sont pas redevables. On leur donne nos sous. Alors, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ils sont non. Ah non. Par rapport à cette gestion. Non, les ministres sont redevables. Du cas Covid. On entend le ministre de la Justice dire qu'aucun ministre ne sera arrêté. D'emblée, Ismaël Madior Fall l'a dit. Non, je crois que c'est... Bon, je m'excuse, mais je crois que ce n'est même pas de ça. Et ça, c'est des choses qu'il ne doit même pas dire. Il l'a dit en tout cas. Oui, même s'il l'a dit, il ne doit pas le dire. Il doit laisser les gens travailler. Il a une mission, et les juridictions ont également leur mission. Le ministre de la Justice doit, à mon avis, éviter le maximum possible, éviter de s'immiscer sur les actions de la justice. Je crois que ça, ce n'est pas une très bonne chose. Un ministre qui fait des erreurs, mais il est visé par un rapport. Il est visé dans un rapport, quand on le contrôle, il y a des erreurs, il est visé. Oui. Mais là, on dit que c'est le DAGE qui va répondre à la justice. Mais s'il n'y a aucun élément qui permet à la Cour des comptes que c'est le ministre qui a fait, si le DAGE constate que ce qu'il a fait, c'est le ministre qui l'a dit, il n'a qu'à intenter une action récursoire. Dire que je ne l'ai pas fait, c'est le ministre. La justice, elle est très large. Mais... Est-ce que dans ce cas, le ministre pourra être poursuivi? Mais on ouvre une des poursuites judiciaires contre le ministre. Mais les ministres sont entendus par l'inspection générale d'État quand il y a des problèmes, quand ils sont visés par un rapport. Ils sont convoqués par l'inspection générale d'État. Ils viennent et on les entend. Même l'OFNAC le fait aussi. Mais il faut qu'on prenne des dispositions permettant à ces structures-là de convoquer, enfin pas de convoquer, mais de faire venir à tout moment les autorités ministérielles ou autres quand ils sont visés dans des rapports. Ça, je crois qu'il n'y a pas de souci à ce niveau. Alors, c'est quoi votre dernier mot, M. Kane? L'émission est terminée. Oui, mais je vous remercie, Binta. Je crois que il y a une avancée qui est en train d'être constatée dans la lutte contre la criminalité économique et financière avec la mise en place du pôle judiciaire et financier. On verra ce que ça va donner au moment de son opérationnalisation. On verra ce que ça va donner. Il faut qu'on évite les erreurs de la crise. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Bouddha Fall Kane, je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Alliance contre le crime organisé en Afrique, ACA. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir. Merci.